Waouh! Coucou les petits angoissés. Nous allons nous plonger aujourd'hui au cœur de la barbarie où le seul fait de ne pas avoir le même nez que les autres peut vous coûter la vie. C'est parti. Que se passe-t-il au Rwanda en ce mois d'avril 1994? Le monde entier se le demande, horrifié. À la suite d'un attentat qui a coûté la vie au président de la République, les Hutus ont déclenché un massacre général contre les Tutsis. Alors que le XXe siècle est sur le point de se terminer, on se croirait aux temps les plus reculés de la barbarie. Mais non, c'est bien pire encore. Si les mentalités des meurtriers sont bien revenues au fond des âges, elles bénéficient des moyens de la civilisation moderne. Même dans un pays du tiers-monde comme le Rwanda, l'élimination de la minorité Tutsi par les Hutus a été planifiée par les autorités, elle est rationnelle et systématique. Des caisses de machettes flambant neuves, de kalachnikovs et de grenades sont expédiées aux divers groupes de tueurs. Les routes sont coupées pour empêcher tout exil. Des consignes sont données en permanence par la radio. Quand le sinistre bilan sera connu, on découvrira que les tueries ont fait près d'1 million de morts, soit plus du 10e de la population. Durant les temps barbares, on ne faisait que des massacres. Au XXe siècle, on commet des génocides. En ce mois d'avril 1994, Laurent Ziamena vient d'avoir 50 ans. Il est enseignant de formation et directeur d'école dans la ville de Butare. Et comme les autres, il a entendu les informations terribles venues de Kigali, la capitale. L'assassinat du président de la République, suivi du massacre des Tutsis par la garde présidentielle, très vite aidée par des milices Hutus et l'armée elle-même. Et bientôt, à Butare, la rumeur se propage comme une traînée de poudre. Ils arrivent, les Hutus ivres de sang, animés d'une rage de tuer que rien n'arrête. Ils seront bientôt aux portes de la ville. Les récits les plus épouvantables circulent. Ils ne se contentent pas de tuer, mais ils violent et ils torturent avec un raffinement de cruauté abominable. Chez les Tutsis, c'est la panique, la fuite généralisée. En quelques heures, la ville de Butare se vide du 6e de la population, le pourcentage que représente la minorité ethnique. Laurent Ziamena, lui, reste sur place pour la seule raison qui puisse le justifier. Il est devenu Hutu. Il l'est de manière presque caricaturale. Il a le nez épaté caractéristique de cette population. Quand les miliciens viendront, ils n'auront pas besoin de lui demander ses papiers où figure, contrairement à la Déclaration universelle des droits de l'homme, la mention Hutu ou Tutsi. Ils le reconnaîtront immédiatement comme l'un des leurs. Mais si Laurent Ziamena est Hutu par son visage, il ne l'est pas par sa mentalité, ou plutôt, il est abasourdi devant la folie meurtrière qui s'est emparée de son peuple. Avant de se sentir Hutu, il se sent un homme tout simplement, et il est horrifié qu'on puisse massacrer des adultes, des femmes, des enfants, des vieillards à cause de la forme de leur nez. Lors des heures terribles, un peu irréelles, qui précèdent l'arrivée des tueurs, Laurent Ziamena se promène dans les rues de Butare, méditant amèrement sur les conceptions optimistes qu'il avait jusque-là de l'humanité. Et brusquement, dans une grange, alors qu'il est presque revenu à son école, il entend un bruit. Il s'approche, la paille remue. Il l'écarte et il découvre des enfants Tutsis. Les uns après les autres, il les fait sortir. Ils sont 37, entre 6 et 12 ans. Ils restent tous muets, pétrifiés. Il interroge le plus grand. « Comment t'appelles-tu »« Benjamin Musago, monsieur. »« Pourquoi êtes-vous là ?»« On était au champ avec les bêtes, quand on a entendu crier les Hutus. »« Pourquoi n'êtes-vous pas parti avec les autres, avec vos parents ?»« On aurait bien voulu, monsieur. Mais quand on est arrivé en ville, ils étaient déjà partis. » Laurent Ziamena soupire. La terreur qu'inspirent les hordes Hutus aux Tutsis est telle que, dans l'espoir de sauver leur vie, ils abandonnent leurs propres enfants. Il faut partir, sans quoi ils vont vous tuer. « Oh non, monsieur, sous la paille, ils ne nous trouveront pas. »« Moi, je vous ai trouvé tout de suite, alors vous pensez que des centaines et des milliers de soldats ?» Laurent Ziamena a une brusque inspiration. « Venez avec moi, je vais vous sauver. » Mais aucun d'eux ne bouge. Le directeur d'école voit les 37 petits visages se contempler craintivement. Ou plutôt, ce qu'il regarde, c'est son nez épaté de Hutu. Et si c'était l'inverse, si c'était lui qui venait les tuer? À présent, ils se mettent à trembler. Benjamin Musago s'adresse timidement à lui. « On est mieux ici, monsieur. » Il ne servira à rien de discuter. Dans ses fonctions d'éducateur, Laurent Ziamena a toujours su faire preuve d'une incontestable autorité.
Il faut qu'il se fasse obéir par tous les moyens. La vie des malheureux qu'il a en face de lui en dépend. Il prend sa voix la plus terrible et lance « Suivez-moi à l'école, ou gare à vous !» Subjugués, les gamins le suivent et bientôt, il se retrouve avec les autres élèves, qui, bien entendu, sont tous Hutus. Au loin, on entend déjà les détonations des premiers coups de feu. Laurent Ziamena réunit tout le monde dans la cour de l'école. « Alors voilà, les soldats Hutus vont venir, mais on va leur jouer un bon tour. Les Tutsis qui sont là, on va les faire passer pour des Hutus. Vous êtes d'accord ?» Une série de rires complices lui répond. Les petits Hutus ne font pas la moindre objection à l'idée de sauver des camarades de l'autre ethnie. Leur esprit est encore sain, les haines des adultes ne les ont pas infectés. Mais Benjamin Musago prend une nouvelle fois la parole. « Comment on va faire, monsieur, avec nos nez ? Vous allez vous mettre des petits cailloux dans les narines. Comme cela, vous serez tous pareils. » Et c'est ce qu'ils font, Hutus et Tutsis confondus, en riant et en plaisantant. Enfin, ils sont prêts. Il était temps. C'est l'arrivée brutale des miliciens. Il y a un grand silence. Certains sont armés jusqu'aux dents. D'autres n'ont que des machettes et des bâtons à clous, mais ce sont eux qui font le plus peur. On y voit des traces de sang et même des lambeaux de chair humaine. Celui qui doit être le chef prend la parole. Il est tout jeune et passablement ivre. « C'est toi le directeur de l'école ?»« Oui. »« Tu es savant alors ? Tu dois faire de la politique. » Laurent Ziamena sait qu'en cet instant précis, il risque sa vie. Les miliciens Hutus ne massacrent pas seulement les Tutsis, mais, avec une égale sauvagerie, les Hutus modérés, qui se recrutent principalement parmi les intellectuels. Il répond calmement. « Non, je fais la classe, c'est tout. »« Tu es marié ? » ?»« Oui, j'ai des enfants. Je suis même grand-père. »« Ta femme est Hutu ?» Visiblement, le chef milicien a des soupçons. Il doit trouver que Laurent Ziamena est trop calme, s'exprime trop bien pour partager ses convictions fanatiques. Et bien entendu pour lui, et ses semblables, tous ceux qui ont fait des mariages mixtes doivent être impitoyablement exterminés. « Bien sûr que ma femme est Hutu. »« Et que penses-tu des Tutsis ? » ?»« La même chose que vous. Alors pourquoi ne viens-tu pas avec nous ? Je vous ai dit, mon métier c'est de faire la classe. Et comme vous voyez, tous mes élèves sont Hutus. » Le jeune homme en armes jette un coup d'œil sur les enfants rassemblés au milieu de la cour. C'est le moment crucial. Laurent Ziamena a pris soin de placer les Tutsis dans les derniers rangs. Mais si le milicien s'approche, il découvrira le stratagème et ce sera la mort. Non seulement pour les 37 petits fuyards, mais pour lui-même et peut-être pour les écoliers Hutus qui ont été complices. Pourtant, celui-ci se contente de hausser les épaules et se tourne vers les porteurs de Kalachnikov, de machettes et de bâtons à clous. « Allez, on s'en va, ne perdons pas notre temps. » Aujourd'hui, Benjamin Musago ne va pas au champ pour garder les quelques chèvres de ses parents. Comment le pourrait-il ? Il n'a plus de chèvres. Elles ont été exterminées, comme ont été détruits tous les biens appartenant aux Tutsis. Il n'a plus de parents non plus, et pas davantage de famille. Tous ont été massacrés alors qu'il fuyait. Il est le seul survivant. Pendant les quelques 100 jours qu'a duré le génocide, il a été caché avec ses camarades par Laurent Ziamena, dans un bâtiment désaffecté de l'école, et quand le cauchemar a été fini, il a décidé d'y rester. Laurent Ziamena l'a hébergé, et le jeune garçon a entrepris ce qu'il n'avait pratiquement pas fait jusque-là, étudier. Aujourd'hui, il s'apprête à passer ce qui, au Rwanda, correspond au baccalauréat, et il a l'intention d'entrer à l'université. C'est qu'il a compris que l'éducation est encore le meilleur rempart contre tous les fanatismes, toutes les haines et tous les crimes. Bien sûr, il n'oubliera jamais ce jour d'avril 94. Il n'oubliera jamais le directeur d'école qui lui a sauvé la vie au risque de la sienne. Et il en garde un souvenir qu'il conservera jusqu'à sa mort. 2 petits cailloux, un par narine, sans lesquels son nom s'ajouterait aux millions de martyrs du génocide. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Il s'agira ici de saluer le courage de Laurent Ziamena, qui, au péril de sa vie, a fait preuve de bravoure et d'humanité, en sauvant des enfants d'une mort certaine. À bientôt les petits angoissés.